Jacques Schler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors vous avez ce soir envie de nous parler d'énergie. Tout à fait. Je vais vous parler d'énergie en vous parlant de l'Union européenne de l'énergie. Ça existe ça ? Pas encore, mais bientôt ça existera. Alors pourquoi ça existera ? Parce que le 25 février, Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne, a annoncé une initiative vers la construction d'une Union européenne de l'énergie. C'était, rappelez-vous, le point 3 de son programme, intitulé « Un nouvel élan pour l'Europe », programme présenté le 15 juillet 2014 au Parlement européen. Historiquement, l'énergie était présente dans les premiers traités européens. La CECA en 1951, il s'agissait alors du charbon. C'était présent dans le traité de l'Euratom en 1957. Il s'agissait alors du nucléaire civil. Mais l'énergie était absente du traité de Rome. Traité de Rome de 1957 qui a créé la Communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de l'actuelle Union européenne. Cependant, un thème aussi important ne put être délaissé, et il fit l'objet d'une approche indirecte, via la création du marché unique, par exemple. Il fit l'objet d'une approche partielle, via la libéralisation de la distribution du gaz et de l'électricité, par exemple. Et enfin, d'une approche progressive jusqu'à l'adoption de l'article 194 du traité de Lisbonne et jusqu'à l'inclusion d'objectifs spécifiques dans le programme d'objectifs décennaux qu'on a appelé Europe 2020 et dont nous avons parlé ensemble. Alors l'article 194 donnait une base juridique solide, c'est ça l'important, au déploiement d'une véritable politique de l'énergie. Europe 2020 demandait aux États nationaux les 3 fois 20, c'est-à-dire 20% d'accroissement de l'efficacité énergétique, 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et enfin de porter à 20% de la consommation les énergies renouvelables. Alors Jacques, pourquoi une telle initiative aujourd'hui ? Eh bien Jean-Louis, pour relever des défis écologiques, économiques et stratégiques conjoints, ils se posent simultanément, c'est-à-dire pour aboutir à un accord mondial contraignant sur le climat et l'environnement en 2015 lors de la COP 21 organisée en France. C'est la 21e réunion de commission qui va traiter de ce sujet. Pour endiguer la montée de la vulnérabilité de la dépendance énergétique dans un environnement stratégique plus menaçant que par le passé. Je parle bien entendu de Poutine. Pour réduire la sous-optimisation industrielle et la vulnérabilité d'une insuffisante coordination, pouvant d'ailleurs se dégrader en fragmentation ou en dissension stratégique. Par exemple, si la Grèce et la Hongrie jouent la Russie contre l'Union européenne. Enfin, pour surmonter la contradiction entre des objectifs européens ambitieux et l'anarchie des nations. Et alors, que faire justement pour tendre vers cette Union européenne de l'énergie ? Eh bien, principalement 3 choses. Assurer la sécurité et la stabilité des approvisionnements. Deuxièmement, préserver l'environnement et le climat. Et troisièmement, maintenir la compétitivité de l'économie. Alors, 3 objectifs, assurer la sécurité et la stabilité des approvisionnements. De quelle manière ? C'est toute la question. Alors tout d'abord, la dépendance. Il faut savoir que la dépendance de l'Union européenne est importante. 53% de la consommation de l'énergie est importée. Et non seulement elle est importante, mais elle est croissante. Et nous sommes sur une trajectoire de 70% de dépendance dans 20 ans. Nos vulnérabilités sont très diverses. Sachez que certains pays importent 100% de leur énergie de Russie. Vous voyez leur dépendance. Nous risquons en Union européenne occidentale des ruptures électriques hivernales. L'épuisement des ressources naturelles non renouvelables va renchérir les coûts d'accès, renforcer la compétition pour leur appropriation et alimenter les conflits d'intérêts. Pour assurer la sécurité, il faudra diversifier les fournisseurs, il faudra diversifier les sources d'énergie consommées et aussi contourner les zones à risque. L'effort principal portera sur l'accroissement de l'efficacité énergétique. L'énergie la moins vulnérable et la moins coûteuse, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Élever les performances énergétiques des bâtiments. Et là, je parle tant du chauffage que du refroidissement en été.
est la clé la plus accessible de la sécurité, pourvu qu'on le décide et qu'on le programme au plus tôt. La réalisation du marché intérieur de l'énergie, par l'intégration des réseaux de distribution du pétrole, du gaz et de l'électricité, et aussi leur réversibilité, réalisera l'équité par la solidarité. Jacques, vous avez parlé également de préservation de l'environnement et du climat. Oui, Jean-Louis, le 5e rapport du GIEC, c'est-à-dire le Groupement international pour l'étude du climat, ce 5e rapport qui vient de paraître, qui vient d'être publié, est alarmant. Il faut donc faire quelque chose. La décroissance, que préconisent certains, est politiquement invendable. Il reste donc à décarboniser nos économies. Alors on peut le faire en développant les énergies renouvelables, par la stimulation des recherches technologiques et de l'innovation, en développant les services énergétiques souples et intelligents. À cet effet, sont prévus dans le plan Juncker un fonds pour l'innovation et un fonds pour la modernisation. Les transports, gros consommateurs d'énergie, constituent l'autre grand secteur à rationaliser par davantage d'intégration, par l'électrification et l'usage additif de biocarburants intelligemment sélectionnés. L'Europe, qui a inventé le marché du carbone, doit rester leader mondial. Nous avons mis au point le système d'échange des quotas d'émissions carbone, qui, par une valorisation des pollutions, dissuade d'émettre excessivement des gaz à effet de serre. Ce système est certes à parfaire, à généraliser et aussi à piloter. Troisième point que vous avez évoqué dans cette tête de chapitre, c'est maintenir la compétitivité de l'économie. Certains partis politiques ne prennent pas en compte cet objectif qui est fondamental. Il faut rester compétitif. La transition énergétique représente un coût élevé, car le renouvelable est plus cher que le fossile aujourd'hui. Mais le coût est relatif. Il est à comparer à ceux de nos concurrents. La compétitivité est donc fonction des rythmes respectifs de transition qui impliquent un consensus le plus large possible sur le mix de long terme, sur les trajectoires d'accès et sur le pilotage à court terme de cette politique. Alors, 2 cheminements sont souhaitables. Le premier, c'est d'aller vers une véritable diplomatie énergétique. Il serait souhaitable de procéder à des achats groupés, de conclure des accords collectifs pour renforcer notre capacité de négociation. À tout le moins, Jean-Louis, Bruxelles pourrait contrôler ex ante, c'est-à-dire par anticipation, les accords intergouvernementaux. Le deuxième cheminement, c'est vers un projet industriel commun qu'il faut aller. Il faut y aller parce que nous avons une montagne d'investissements à réaliser. La Banque européenne d'investissement prévoit ainsi, entre 2020 et 2030, sur 10 ans, 400 milliards d'euros pour la distribution d'électricité, 350 milliards d'investissements pour le développement d'énergies renouvelables, 600 milliards pour l'isolation thermique des bâtiments. C'est colossal, Jean-Louis. Jacques Oessler, que dire en conclusion ? Eh bien, pour atteindre ces objectifs, notamment garantir la mise en place du marché intérieur de l'énergie, conduire la diplomatie énergétique, clarifier et stabiliser l'horizon à 10 ans pour les investisseurs, pour mieux intégrer et dépasser ce qui existe déjà, par exemple le mécanisme d'interconnexion de l'énergie, il doit coopérer avec le Fonds européen d'investissement stratégique qui est en cours de création et qui est l'instrument du plan Juncker. Rappelez-vous de cela. Eh bien, pour faire tout cela, il faut une gouvernance renforcée et une régulation commune qui sont absolument nécessaires. Le nouvel élan du nouveau président de la Commission est une réalité. Ce président dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Sa Commission est plus politique, elle est plus concentrée dans son organisation, plus focalisée sur ses priorités dans son action. Et elle est à la reconquête des euro-citoyens par l'écoute et l'efficacité. 73% des Européens sont favorables à une politique énergétique commune, en communion d'ailleurs avec cette initiative communautaire. Contrairement aux rumeurs, la décision n'appartient pas à Bruxelles, mais aux États-nations. Interpellons donc nos dirigeants nationaux pour réussir cette Union européenne de l'énergie. Ce sera le mot de la fin. Une dernière précision, bien sûr, Jacques Oessler, on retrouve votre chronique sur le site dédié. Oui, Jean-Louis, mouvement-européen-lorraine.fr.